Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 avril 2021, bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart au sommaire. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Éric Piolle, on l'entend parfois à la radio, à la télé, mais on ne le connaît pas forcément très bien. Le maire écologiste de Grenoble veut s'engager, croit-on, dans la primaire des écolos pour 2022. Comment être candidat écolo dans un système ultra-présidentiel? Ce sera notre entretien. Et avec Célia Mebroukine. Salut Célia. Salut Mathieu. Notre reportage sur ces lycéens déboussolés avant les épreuves du bac, une année scolaire perturbée évidemment par la crise sanitaire. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes maire de Grenoble en Isère depuis 2014 et candidat, d'après ce qu'on comprend, à la primaire des écologistes. Alors je dis d'après ce qu'on comprend parce qu'on ne vous l'avait toujours pas dit clairement. Alors ici on dit les choses plutôt clairement, vous serez candidat, oui ou non? Je vous le dirai, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, on regardera ça après les régionales. Il y a une séquence importante là sur les élections régionales. Et chaque week-end, je fais un déplacement pour soutenir des candidats écologistes au départemental, au régional. Alors, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Avec vous, on va parler de cette élection présidentielle, évidemment, de l'union ou de la désunion de la gauche à un an de la présidentielle, de vos idées aussi. Mais d'abord, ce chiffre, évidemment, 100 000 morts. La France va comptabiliser dans les prochains jours son 100e morts du Covid. Éric Piolle, 3 mots rapides pour décrire la gestion de cette crise par Emmanuel Macron. C'est une grande fragilité et une obstination. Obstination, on l'avait vu en février l'année dernière, puisque c'était le 49-3 sur les retraites, fin février, un mois après que la Chine se soit confinée. Et puis après, cette loi de la jungle pour les masques, le bordel généralisé pour les tests. Bordel généralisé, c'est une des expressions. Oui. Après, également dans les phases de confinement, toujours l'impression qu'on agit trop tard, que le gouvernement agit trop tard, qu'on attend la parole du président. La vaccination européenne, moi je suis plutôt favorable, la stratégie de vaccination, ça avance qu'à un cas, c'est un peu le bazar au niveau communication, mais avoir une stratégie européenne, je trouve ça positif. Mais le bilan de tout cela, c'est que si on fait juste un petit ratio de toutes ces vies humaines qui sont perdues, qui sont des vraies vies humaines perdues, des histoires terribles à chaque fois, les chiffres de l'Allemagne, si on les importait comparés à la France, ça ferait 30 000 morts de moins. Pour la France. On serait aujourd'hui, dans la proportion de l'Allemagne, nous serions à 70 000 morts et pas à 100 000. Ça dit quelque chose quand même de notre échec. Dans une pandémie, il y a forcément des choses qui ne s'anticipent pas. En quelques mots, qu'est-ce qu'un imaginons, un président écologiste pourrait faire différemment? Parce qu'il y a un certain nombre d'impondérables dans une pandémie, de choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc qu'est-ce que, par exemple, quelle serait une ou deux mesures qu'on aurait pu faire, que vous auriez pu faire, vous et d'autres, différemment? Alors, d'abord, c'est important de dire que c'est la première crise que l'on vit. Moi, j'en ai vécu dans ma vie professionnelle parce que j'étais très lié à l'Asie, et donc l'Asie a vécu cela déjà, le SRAS et d'autres épisodes. Donc, c'était le premier choc pour l'Europe. Et évidemment, on ne peut pas charger les dirigeants européens actuels d'un événement qui nous arrive pour la première fois dessus. Ceci dit, il y a une question d'anticipation. À partir du 20 janvier et du confinement de la Chine, 60 millions de personnes qui sont confinées, nous savons tous que là, il se passe quelque chose qui n'a jamais été connu auparavant. Donc anticiper, c'est la première chose. Deuxièmement, organiser. C'est-à-dire que la loi de la jungle, transformer tous les maires de France et tous les patrons de collectivités en traders de masques, c'est insupportable. Dire qu'on va s'appuyer sur le couple maire-préfet pour finalement distribuer ces masques dans les grandes surfaces et faire un couple Macron-grande surface, c'est Macron, Leclerc, Carrefour. C'est ça la stratégie de masque de la France au printemps 2020. C'est insupportable. Et ensuite, prendre des décisions sur la base des éléments scientifiques. Il a reculé cette prise de décision. Et ça, je crois que nous le payons aujourd'hui très cher, encore aujourd'hui. Éric Piolle, vous avez 4 enfants, je crois. Est-ce que certains ont l'âge de passer le bac? J'en ai effectivement un sur les 4, le 3e, qui est en train de passer le bac ou qui attend qu'on lui dise que finalement il n'y a plus d'épreuves, puisque au fur et à mesure que le temps passe, les épreuves disparaissent. C'était déjà le cas l'année dernière pour le bac de français. Je vous pose la question parce que Célia Mebroukine, qui est en face de vous, est allée voir des terminales pour qui c'est les dernières vacances avant le bac. Et Célia, ces lycéens sont particulièrement stressés de passer cet examen en pleine crise sanitaire. Oui Mathieu, il faut dire que leur emploi du temps a été particulièrement
particulièrement chamboulés depuis plus d'1 an. Ils ont passé plusieurs mois sans aller en cours. Depuis la rentrée, ils alternent entre présentiel et distanciel. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué. Avec Youmni Kezouf, on a rencontré Coralie. Elle est élève en terminale générale, spécialité philo et anglais, au lycée de la Croix à Drancy. Son bureau, c'est un ordi portable sur sa coiffeuse dans un coin de sa chambre. Et la semaine dernière, tous ses cours étaient à distance, mais ça ne fonctionnait pas. Ça s'est plutôt mal passé, on n'avait pas de cours en fait avec les professeurs vu que la connexion marchait pas pour la plupart. Donc on nous envoyait des mails et puis on faisait le travail à la maison. C'était un message de notre prof de philo. On avait essayé de se connecter au CNED du coup pendant une demi-heure, on l'a attendu mais il n'arrivait pas à se connecter et du coup il nous a envoyé un mail pour nous dire que ça marchait pas et du coup il fallait qu'on consulte nos mails pour du travail à faire. À vendredi en classe virtuelle en espérant que ça marchera. Ça n'a pas marché du coup, non. Ça n'a pas marché non plus. C'est compliqué parce que nous, on se prépare à avoir des cours en ligne, à se dire c'est bon, on se lève à telle heure et après on a nos cours comme si on était en classe présentielle. En fait, non, on est un peu seul face à notre ordinateur et on travaille. On manque de beaucoup de choses, on manque de beaucoup de cours, de beaucoup de notions. Donc pour le bac, ça va être compliqué. On sait qu'on est un peu à la ramasse par rapport aux autres années, donc ça nous inquiète un petit peu. Alors, la grande nouveauté de cette année, c'est l'épreuve du grand oral. 2 questions à préparer et à présenter devant un jury. Et c'est le flou total. Est-ce que vous êtes préparés à cette nouvelle épreuve ? Non, pas du tout. On essaye de nous préparer comme on peut. On essaye de nous distribuer des fiches, genre grand oral, question 1, question 2, mais pas du tout. On sait même pas s'il aura lieu au final. On sait pas ce qu'on a à faire, on sait pas quelle spécialité traiter. Nos profs savent pas, donc on sait pas non plus. Dès qu'ils ont une info, ils nous la donnent, mais ça se confirme jamais. Donc on est un peu dans le flou. On ne travaille pas, en fait, le grand oral, on attend. Et puis on va nous dire, aujourd'hui c'est le grand oral, et puis on sera tout seul comme ça à essayer de combler. Ça te stresse ? Oui, vraiment. Et on en parle beaucoup dans les groupes de classe et même avec les autres classes et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait même pas de quoi est-ce qu'on va devoir discuter. On est hyper stressé par rapport à ça. Depuis quelques semaines, une pétition demande l'annulation pure et simple de l'épreuve du grand oral. Les signataires écrivent à 3 mois de l'épreuve. Beaucoup de lycéens ne comprennent pas l'épreuve et n'ont toujours pas de questions et n'ont pas commencé leurs recherches. Ils déplorent aussi que les informations sont différentes entre les lycées qui ne possèdent pas les mêmes moyens. Nous sommes dans le flou, nos professeurs également. Nous nous sentons abandonnés. J'ai signé la pétition. Personnellement, je trouve que c'est une pétition qu'il faut mettre en œuvre et il faut la faire monter. J'ai envie d'avoir un avenir plus tard et pas d'avoir un 0 parce que le grand oral, on sait que même si les profs vont être plus ou moins indulgents, on sait que ça va pas être très glorieux et pour les vœux sur Parcoursup, il faut avoir les meilleures notes, c'est un peu un concours donc il faut pas que le grand oral ait lieu si on veut avoir nos licences, etc. Malheureusement, Coralie et les autres signataires n'ont pas été entendus. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, la semaine dernière sur France Info, a confirmé le maintien du grand oral. L'épreuve de baccalauréat à l'écrit en philosophie a vocation à être passée, de même que celle du grand oral. Dans les 2 cas, on peut l'organiser dans des conditions sanitaires respectant les protocoles. Et nous avons aussi mis à disposition de tous des ressources très importantes, j'en profite pour le dire. On trouve sur notre site EduScol, sur le site de l'éducation.gouv aussi, sur Lumni, sur l'ensemble des ressources numériques que nous mettons en ligne, de quoi préparer cet oral. Réponse de Coralie à son ministre. Je sais que c'est des sites que j'ai utilisés pour essayer de m'informer du mieux possible, mais ça marche pas pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir soit une connexion, soit le moyen d'accéder au site, donc on n'est pas égaux là-dedans. Moi, l'application que j'ai sur mon téléphone à moi, c'est School Move. Il y a toutes les matières avec nos spécialités, donc humanité, etc. Et il y a l'onglet aussi grand oral qui est très utile pour beaucoup d'entre nous. Il y a la présentation, donc on nous détaille un peu le barème, ce qu'on va devoir faire. Après, il y a le calendrier, donc les dates. Si ça charge. Là, ça charge pas, par exemple. Non, mais là, ça charge pas du tout. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent aussi dessus. Mais peut-être que, exemple, non plus. Bon. Mais d'une manière générale, c'est censé marcher. Entre le grand oral et les applis qui bug, Coralie craint pour son avenir. Pour la valeur de mon bac, je suis très inquiète. Et aussi, j'ai la crainte de ne pas réussir à avoir mes études supérieures. C'est une crainte qu'on partage tous. Cette année, on est un peu les cobayes de ce truc-là. Vu qu'on n'a pas eu de résultats avant, on est ceux qui allons tester. C'est un peu compliqué de se dire est-ce qu'on va réussir ou pas. Et puis le bac n'a pas du tout la même valeur que les années précédentes.
Alors on l'entend, hein, c'est la galère de passer son bac en 2021. Et dans le même bateau que les élèves, il y a aussi les profs. On a rencontré Yazid Bouaza, il enseigne l'histoire géo au lycée de la Croix. Depuis le début de la crise sanitaire, son rôle de prof s'est pas mal étendu. Pendant la période de confinement, on était en contact le samedi, le dimanche avec nos élèves parce qu'ils avaient besoin d'une information, parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés, etc. etc. S'ils ont un problème de connexion, s'ils ont un problème d'ordinateur, qu'ils viennent au lycée se présenter, il y a des gens qui vont les recevoir, qui vont changer, qui vont leur donner un autre ordinateur, qui vont le réparer, etc. Par exemple. C'est la débrouille, quoi. On tente le plus possible d'essayer de les rassurer, de leur donner de l'information pour qu'ils puissent continuer à travailler dans les meilleurs, dans le contexte, dans les meilleures conditions possibles. Avec les cours à distance, il a vu certains de ses élèves décrocher. Il y a des élèves qui se connectent de moins en moins parce que les cours en visio, c'est pas forcément évident pour eux. En plus, ils ont des difficultés, encore une fois, techniques parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel adéquat pour suivre les cours à distance. Et en général, les bonnes classes, les classes où les résultats sont plutôt satisfaisants, eux, continuent à se connecter normalement. Les élèves qui ont certaines difficultés, quand on passe en distanciel, ils ne se connectent pas. Ça accentue des inégalités de niveau qui étaient déjà présentes. Oui, ça accentue, ça pousse, ça enfonce ce décrochage, les cours à distance. Éric Piolle, je vous ai vu beaucoup réagir pendant ce reportage. Vous avez dit c'est écœurant. Oui, c'est une grande tristesse, c'est une grande colère qui m'habite en voyant cela, parce que déjà, on voit l'état d'esprit du bac, cette jeune fille qui dit « c'est un concours ». Parcoursup, dans la tête des lycéens, c'est un concours. C'est devenu un concours. Oui. Donc, en fait, cette espèce de pression remonte de plus en plus dans le système, pourrit leurs plus belles années. Ils ont l'impression d'être déjà dans la compétition. Et dans ce contexte sanitaire particulièrement, ça accroît. Et là, ça accroît évidemment. Déjà, pour nos enfants, nous, les enfants de quelques proches, on se dit ça. On se dit, nous, on est là pour les accompagner, on comprend les codes du système, on peut échanger avec eux sur ce qu'ils veulent faire, comment mettre en valeur leur parcours, parce qu'il faut remplir plein de paragraphes sur les enfin, c'est probablement pas pareil entre un papa ingénieur comme vous, qui a travaillé chez le Packard, et d'autres parents qui ont moins de ressources et moins de capacités. Franchement, ça me donne envie de pleurer. Vraiment. Je me dis, là, il y a plein de gamins qui sont tout seuls, démunis. Et les enseignants, c'était dit là aussi, malgré toute leur bonne volonté, au bout d'un moment, certains disent, y compris aux élèves, c'est pas le grand oral, c'est le grand n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un discours pour la jeunesse dans ce moment politique-là, de la part du gouvernement ? Non, dans le gouvernement, s'il y a deux oubliés dans cette crise du Covid, c'est le monde de la culture et la jeunesse. Là, alors il faut leur dire quoi aux jeunes ? Aujourd'hui, les jeunes, ils manquent d'avenir. Ils manquent d'un monde apaisé, un monde dans lequel ils peuvent s'épanouir, acquérir des connaissances, cultiver leurs talents à la fois intellectuels et émotionnels, pouvoir construire leur vie d'adulte et se dire qu'ils pourront avoir une utilité sociale et vivre correctement. C'est ça aujourd'hui qui mobilise, qui doit mobiliser l'ensemble de la société, qui me mobilise moi. C'est mon historique aussi. Dès le lycée, moi je faisais du soutien scolaire aux enfants de familles précaires, parce que cette inégalité dans comment on cultive nos talents intellectuels et émotionnels était déjà insupportable pour moi. Je me rappelle de ce choc en seconde en sciences économiques et sociales, quand on nous a distribué ce tableau qui montrait, en fonction de la catégorie sociale des parents, le niveau d'études atteint. Cette reproduction sociale qui fait qu'il y a 10 fois plus d'enfants de cadres sup dans les écoles d'ingénieurs que d'ouvriers. C'est sidérant, révoltant. Voilà, il faut lutter contre cela, vraiment. Et un des enjeux, c'est que la gauche, ces dernières années, n'a peut-être pas non plus réussi à changer tout ça. Justement, ça nous emmène à notre sujet. Pauline Groll, vous l'avez vu, du service politique de Mediapart, nous a rejoint sur ce plateau. Salut Pauline. Salut. Question, Pauline, pour le maire de Grenoble. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Donc la pandémie et son lot de souffrance et de désorganisation, il y a eu quand même une bonne nouvelle l'année dernière, c'est les résultats des écologistes au municipal. Donc vous avez emporté, souvent en coalition avec la gauche, près de 10 villes de plus de 100 000 habitants. On a découvert des
nouvelles têtes, Anne Vigneault à Besançon, François Astorg à Annecy, Jeanne Barseguian à Strasbourg, mais encore Pierre Urmic à Bordeaux, Grégory Doucet à Lyon, Bruno Bernard à la métropole lyonnaise, Emmanuel Denis à Tours. Or, depuis un an, les polémiques sur la gestion des maires écolos s'enchaînent et ont pris une ampleur nationale. Attaque de la droite et du gouvernement contre le maire de Lyon qui a qualifié le Tour de France de machiste et polluant, et qui a proposé ensuite temporairement des repas végétariens dans les cantines scolaires de la ville. Attaque contre le maire de Bordeaux qui refuse le traditionnel sapin de Noël, qui parle d'arbres morts dont il ne veut pas devant sa mairie. Attaque contre la jeune maire de Poitiers, Éléonore Monconduit, qui a déclenché récemment un tollé national en disant que l'aérien ne devait plus faire partie des rêves des enfants aujourd'hui. Il y a eu en plus de ça tous les débats sur la 5G. À chaque fois, ça revient comme un serpent de mer. On caricature les écolos en militant de l'anti-progrès, de l'obscurantisme, voire carrément en amiche, comme l'a fait au mois de septembre Emmanuel Macron. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle amiche. Pas l'écologie des déclarations, mais l'écologie de l'action. Pas l'écologie de posture, mais une écologie mature. L'objectif, ce n'est pas de revenir à l'âge de pierre, c'est de penser l'après-pétrole. Donc vous seriez des technophobes, on vous accuse aussi d'être des islamo-gauchistes mal à l'aise avec les règles de la République. En mars, Gérald Darmanin a annoncé vouloir attaquer en justice la subvention accordée par la maire écologiste de Strasbourg à une mosquée, et d'autres ministres ont embrayé. Europe Écologie, Les Verts, est un parti qui est complaisant avec l'islamisme radical. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une affaire de cet ordre. À Grenoble, le maire Europe Écologie Les Verts s'est aperçu qu'il avait malencontreusement financé le CCIF. Éric Piolle, comment vous expliquez la récurrence de ces attaques depuis un an et est-ce qu'il faut y répondre? Alors, pourquoi ils sont là-dedans? Ils sont là-dedans parce qu'il y a une volonté claire de brouillage des valeurs entre leur histoire de droite et des valeurs plutôt d'extrême droite, et que la seule puissance politique aujourd'hui en capacité de proposer un projet de société qui suscite de l'adhésion, c'est l'écologie politique. Pas le drapeau ELV, donc ils ont mais peur, c'est ça cet espace-là. Donc c'est donc peur. Il faut discréditer, oui. Quand nous n'avions pas le pouvoir, c'est-à-dire avant 2014 à Grenoble, mais de façon très large avant 2020, les écolos, c'était les gentils, les ados, ils sont turbulents, hein, ils sont sympas, machin. Donc il y avait cette espèce de condescendance. Le climat, ok, d'accord, non, en fait, il y a des choses plus importantes, les amis, il y a l'économie, il y a le chômage, il y a tout ça. C'était ça le discours. Aujourd'hui, qu'ils n'ont toujours pas réglé les questions de chômage, que l'environnement devient majeur, à la fois pour la survie de l'humanité, mais pour notre bien-être quotidien, immédiat à tous, et produit du chômage et des inégalités, les écologistes arrivent au pouvoir, et donc les attaques se font plus violentes. Elles se font plus violentes, toujours en discréditant. Vous faites des mesures, mais c'est des mesures symboliques, idéologiques. Vous avez des effets de bord, vous cherchez à résoudre le problème, mais en fait vous en créez des plus importants, et c'est une atteinte à nos libertés fondamentales. Est-ce que vous avez le sentiment collectivement que vous arrivez à y répondre, ou que, parce que ça fait créer beaucoup de bruit médiatique, est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à y répondre? Ce qui est important pour moi, c'est la solidarité collective. Je souriais tout à l'heure en regardant Emmanuel Macron, le président de la République, et Stanislas Guerini, parce qu'aucun des deux n'avait de cravate. En 2014, la première polémique qui m'a attaqué de façon violente, en même temps qu'elle attaquait Christiane Taubira, c'était au printemps 2014. Christiane Taubira parce qu'elle ne chantait pas la Marseillaise, et moi parce que je n'avais pas de cravate et que c'était une honte pour la fonction de maire. 6 ans plus tard, les mêmes, où sont passées leurs cravates. Donc il y a là une volonté d'attaque. De diabolisation ? De diabolisation, oui, une volonté de diabolisation. Donc ce qui est important, c'est de montrer de la solidarité. Y répondre, c'est leur terrain de jeu. Moi, j'ai pas envie. Alors, la solidarité, justement, c'est intéressant. Là où ça se complique, c'est que le gouvernement et la droite, c'est pas les seuls à vous attaquer. Vous, les écolos, dans votre ensemble, c'est par exemple aussi le cas, parfois, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec qui vous avez affiché une proximité politique. On l'écoute. Je pense que voilà, chacun doit être au clair avec son rapport à la République. Il faut en tous les cas pousser une partie de la gauche, des écologistes, à sortir justement de cette idée selon laquelle... De leur ambiguïté. De l'ambiguïté, bien sûr. Ambiguïté avec la République, Éric Piolle, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
Oui, là c'est une sortie de route, surtout qu'elle fait cette sortie sur la base d'un mensonge. Le Conseil de Paris, il y a un mensonge qu'elle reprend à son compte. Elle s'en sert pour dire bon, il faut clarifier. Bon, je crois que le Parti socialiste ne gagne pas à, même si c'est quelque chose qu'il a fracturé, la gauche irréconciliable de Manuel Valls, ça s'adressait aussi à l'intérieur du Parti socialiste. Est-ce que c'est pas un peu vrai finalement? On voit qu'il y a sur les questions de la République, de la laïcité, de l'antiracisme. Très clair sur la laïcité. Oui. J'ai aucun souci avec cela, je maîtrise la loi, je connais des adversaires politiques, l'islam politique, je connais des adversaires politiques, l'extrême droite, au-delà de ça, je fais vivre la République. Je n'ai aucun problème. Donc entre le PS et vous, il n'y a pas de différence de vue sur les questions républicaines? Il n'y a pas d'homogénéité au Parti socialiste sur ces questions-là. On l'a revu avec leur campagne régionale en Île-de-France. Il n'y a pas d'homogénéité au Parti socialiste sur ces questions-là. Donc moi, je les laisse à leurs problèmes. C'est leur problème historique. Comment le Manuel Valls a fracturé le PS sur cette question-là. C'est leur problème. Nous savons où nous habitons. Nous n'avons pas à aller jouer sur le terrain de l'extrême droite. Nous n'y gagnerons pas. Ma maxime, qui est de dire ne vous battez pas avec un cochon, tous les deux finiront dans la boue, et lui, il aime ça. C'est vrai. Donc moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'exprimer de la solidarité. Quand les maires écolos sont attaqués, je leur dis no stress. Ça a été le cas pour moi en 2014. À l'époque, j'étais seul, c'était peut-être moins visible, mais nous traversons, nous savons où nous allons. Et ce que je peux dire, et mon témoignage, c'est que l'exercice du pouvoir écologiste n'a pas suscité d'effondrement. À Grenoble, le bassin d'emploi, c'est le deuxième taux de chômage le plus faible de France, donc l'économie ne s'est pas effondrée. Et nous avons été les seuls sortants parmi les 25 premières villes de France à gagner des voix entre 2014 et 2020. Nous avons gagné au premier tour 30% de voix. Tous les autres sortants, ceux qui ont perdu évidemment, mais même ceux qui ont gagné, ont perdu des voix, y compris ceux qui sont passés au premier tour, et pour l'essentiel des villes, ont perdu plus de 30% de leurs voix. Donc l'exercice du pouvoir, le message que je viens porter chaque week-end dans les régions, l'exercice du pouvoir écolo, ça ne veut pas dire que les gens ils sont d'accord avec tout ce que nous faisons, loin s'en faut, ça ne veut pas dire qu'on a la solution à tout, mais le cap, il est validé. Alors on va avancer un peu parce qu'il nous reste... le temps avance et on a plein de questions à vous poser. La primaire écologiste, a priori, c'est en septembre. A priori, parmi les candidats déclarés, déjà Sandrine Rousseau, candidate écoféministe. On la voit, elle était sur le plateau d'Adèle Libre. Et a priori, l'eurodéputé Yannick Jadot et donc vous, peut-être éventuellement après les régionales. Ôtez-nous d'un doute, elle aura bien lieu cette primaire. On va écouter Yannick Jadot il y a une semaine sur BFM. Il a plus l'air d'être très sûr, lui. Et ça sera notre responsabilité qu'on trouve un processus de désignation qui donnera une candidature de rassemblement pour gagner. Parce que je veux gagner et je suis convaincu qu'on peut gagner. C'est pas forcément une primaire, un processus de désignation. On verra. On a le droit d'être intelligent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de timing à propos de cette primaire? C'est-à-dire qu'elle arrive quand même assez tard. Vous avez toujours voulu respecter le calendrier, faire d'abord les régionales, ensuite laisser passer les grandes vacances, faire la primaire des Verts en septembre. Est-ce que là, il n'est pas le temps d'accélérer? On voit bien que les sondages se multiplient, qui mettent de plus en plus Marine Le Pen en position de force en face d'Emmanuel Macron, voire en face de la gauche, et elle battrait la gauche au deuxième tour. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps d'installer une candidature? Est-ce qu'il n'y a pas urgence, en fait, à prendre le temps d'installer une candidature, que ce soit la vôtre ou d'un autre écolo, pour essayer de s'imposer dans le paysage d'ici l'an prochain? Est-ce qu'il ne faut pas accélérer là, vraiment? En plus, il y a eu une alliance en fait entre l'aile gauche des Verts et les jadotistes qui poussent le bureau exécutif des Verts à accélérer le mouvement. Ça a été confirmé lundi, le calendrier. Le deuxième tour de la primaire écologiste aura lieu le 26 septembre. Ça sera aussi le jour des élections allemandes, des élections générales allemandes, des élections qui peut-être marqueront le fait qu'il pourrait y avoir un chancelier écologiste en Allemagne. Nous avons aujourd'hui un point qui est intéressant, c'est que ce que je porte, à savoir l'arc humaniste, qui est se fédérer derrière un projet commun qui est très large, qui embarque les formations politiques, mais également les mouvements citoyens, également les syndicats, là où auparavant certains étaient tentés de faire tous derrière le drapeau vert qui même me suivent, maintenant cette stratégie est partagée par toutes et tous.
Donc ça, c'est la stratégie tout drapeau, le drapeau vert qui même ne suivre, c'est un peu la stratégie d'Yannick Jadot, c'est ça? Non, mais il a bougé là-dessus. Ouais. Maintenant, voilà, c'est son appel, c'est dire. Il parle d'union de la gauche. En fait, maintenant, c'est l'arc humaniste. Ouais. Donc ça va dans le bon sens. Ouais. Ce que je porte depuis 10 ans, maintenant, ça semble aussi un consensus assez largement. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. L'union de la gauche, quand même, cette histoire, c'est une vieille histoire. C'est pas l'union pour l'union, on s'en fout, l'union de la gauche. Hein. La question, c'est pourquoi faire. Les élections, c'est pas une course de petits chevaux. Le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est gagner, c'est juste un préalable pour pouvoir mettre en œuvre un projet de société. Est-ce que les choses avancent? Avec Yumnik Yezouf, on avait rencontré le 5 septembre 2020, c'était à la Charité-sur-Loire, lors d'un événement où il était déjà question de cette union introuvable. Voilà ce que vous nous disiez à l'époque. Chaque à la fois organisation politique, mais également les mouvements de jeunesse, mais également les mouvements sociaux, les syndicats, avancent en nourrissant ce désir, ça c'est fondamental, en nourrissant cette espérance et ce sens de responsabilité, mais sans se départir d'une inquiétude, parce qu'on n'a pas encore l'alchimie qui va bien. Bon voilà, on sortait de l'été, on était peut-être un petit peu plus bronzé, mais enfin 7 mois plus tard, on est toujours au même point. C'est pas un peu désespérant quand même, y compris pour les électeurs? Non, pour les électeurs, ils peuvent avoir une attente. Bon, aujourd'hui, les électeurs qui pensent à 2022, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont écrasés par le Covid. Il y a 100 000 morts. Donc en termes de nombre de familles, de personnes qui sont dans la peine, de celles qui ont peur, de celles qui sont dans la course au vaccin. Franchement, c'est pas le sujet. La crise sociale, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Donc cette attente-là, non. Il y a une attente des militants pour se dire, si vous pouvez être moins con que la dernière fois ou séparer notre espace politique qui pourrait gagner, qui peut présenter un projet de société, il a perdu en 2017, il était 10 points derrière le duel Macron-Le Pen en 2019. Si vous pouvez faire quelque chose qui ressemble un peu plus au municipal, où là ça gagne, ça serait réjouissant. Mais c'est pour le fond, c'est pas juste gagner pour gagner. On n'a pas envie de se retrouver en 2012 en disant super, super, Sarko est parti, et puis finalement de dire ça coince. Alors, justement, samedi prochain, Yannick Jadot a convoqué plusieurs grandes figures de la gauche et de l'écologie, où vous serez, j'imagine, un rendez-vous donc samedi 17 avril, pour parler de l'union, pour parler aussi du fond, je pense, et des questions qui peuvent vous fracturer sur les questions républicaines. En tout cas, c'était à partir de ça qu'il a voulu lancer cette initiative. Alors lui, il a proposé une sorte de conclave d'union de la gauche et des écolos. Pourquoi est-ce que c'est Yannick Jadot qui l'a fait et pas vous? Parce que vous parlez depuis des mois de l'arc humaniste, vous parlez depuis des mois de l'union de la gauche et des écolos, y compris Mélenchon, jusqu'au PS. Pourquoi est-ce que c'est Yannick Jadot qui se retrouve à organiser ça? Est-ce qu'il ne marche pas un peu sur vos plates-bandes, en fait? Est-ce qu'il ne vous double pas un peu là, quand même? Il n'y a pas de plate-bande en politique. Le monde des idées est un monde où on peut diffuser les idées, au contraire, c'est plutôt l'objectif. Moi je suis là-dedans. Hier soir, nous étions en débat avec Arnaud Montebourg pour un débat de bonne facture. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais nous avons dessiné un espace commun de travail. Ce matin, j'étais avec 2022 ou jamais. Jeudi, 2022 ou jamais. Donc c'est l'initiative de la primaire citoyenne qui rassemble déjà chaque semaine ceux qui seront là. Ça sera peut-être plutôt les figures samedi. Pour dire oui, on a envie tous ensemble. En pratique, toutes les semaines se passe déjà ce travail de fond et il se passe loin des caméras, parce que c'est ça, l'espace qui permet de construire quelque chose, c'est un espace qui est loin des caméras. Voilà. Donc demain soir, je serai en débat avec Philippe Martinez, Laurent Berger, Cécile Duflot, Jean-François Julliard, le ATD Carmon de Marie-Hélène Grard. Donc il se passe des choses, mais on les voit pas. Donc, parce que je suis convaincu que la sphère politique ne suffit pas. Il ne faut pas refaire, se faire cornériser. Si on gagne, nous mettrons en œuvre notre programme uniquement s'il y a cette alliance objective, c'est-à-dire derrière un projet politique, syndicat, société civile, parce que la pression des lobbies sera intense, comme jamais on en a connu. Et donc les questions auxquelles je suis attaché sur cultiver l'intelligence émotionnelle et intellectuelle de tous, et d'abord des enfants, traiter les inégalités de santé qui sont majeures.
Moi, ça a été mon deuxième choc. Je vous parlais tout à l'heure de mon premier choc quand j'étais en seconde. Mon deuxième, je débarque en 96 dans mon usine qui tourne... non, je travaillais dans la papeterie à l'époque. J'ai fait 18 ans dans l'industrie, donc j'ai eu le temps de faire quelques entreprises. C'est dans des machines qui tournaient en 3/8. C'est 10 ans d'espérance de vie entre ceux qui bossaient la nuit et nous qui bossions dans les bureaux. Ça vous met une claque, quand même. 10 ans d'écart d'espérance de vie. À 35 ans aujourd'hui, un cadre a encore, même sans travail de nuit, 7 ans d'espérance de vie de plus qu'un ouvrier. Ça met une claque. Les problèmes de santé mentale que j'ai découverts là, en étant maire en 2014, pour moi, c'est une priorité majeure. Donc, il y a là des choses qui peuvent nous rassembler, qui peuvent faire un projet de société et retrouver une France qui est pionnière. Après, on a connu les 30 glorieuses. Derrière, je pense qu'il y a les 40 impuissantes. Nous devons retrouver une France pionnière qui se fédère derrière un projet universaliste, un projet humaniste, et qui donne une place à chacun, une capacité de contribuer à chacun. On va parler un mot de votre bilan. Vous avez parlé de Grenoble, justement, et on a encore un petit peu de temps pour aborder ça. Vous avez été élu, donc je l'ai dit, à Grenoble en 2014, première grande ville française, longtemps socialiste d'ailleurs, à devenir écolo, considérée comme un labo de l'écologie politique. Alors il y a eu des réussites, on va le faire rapidement, passage de 60% des cantines au bio, le tarif social de l'eau, les autoroutes du vélo, la fin des panneaux publicitaires dans les rues, pas sur les bus mais dans les rues, la baisse de 25% des indemnités des élus, mais aussi des accros. D'abord la situation financière de la ville, mauvaise, qui vous a poussé à faire des choix drastiques. On a beaucoup parlé de l'exemple de 2 bibliothèques qui ont été fermées dans des quartiers, on en a beaucoup parlé à Grenoble, ça a beaucoup ému. La périphérie qui est un peu embouteillée, avec le centre-ville a changé, mais la périphérie est plus embouteillée aujourd'hui. La question de la sécurité dans la ville, problème que vous reconnaissez. Et comme l'a raconté notre camarade Fabien Escalana dans cette enquête, des critiques aussi sur la justice sociale, notamment la rénovation urbaine et l'habitat social et votre gouvernance, notamment vis-à-vis de l'Alliance citoyenne qui a largement contribué à votre victoire, qui était un large rassemblement citoyen. Est-ce que c'est intéressant parce qu'on parle de la pratique politique là, la pratique politique concrète d'un maire écolo qui arrive dans une ville et qui fait des choses. Est-ce que vous admettez être parfois passé en force? Est-ce que vous avez été un peu une forme de président de la 5e République qui arrive à Grenoble? Non, est-ce que ça veut dire quoi, la pratique politique localement? Vraiment pas, et au contraire, nous avons travaillé les questions de démocratie locale et nous continuons à les travailler. Certains vous reprochent de ne pas avoir été assez loin là-dedans. La démocratie est un entraînement, et on n'est pas dans un modèle de démocratie directe. Moi, je n'ai jamais prôné la démocratie directe. La démocratie représentative s'articule avec une démocratie locale, riche. C'est ça qui permet de piloter les biens communs de façon collective, les comités d'usagers de l'eau, du chauffage urbain. C'est ça qui permet de remettre dans un giron public les parkings, qui permet de gérer les communs avec les membres, les habitants du territoire. Voilà. Après, le leader politique, il a quelques fonctions quand même. C'est pas juste, on n'est pas une équipe où il y a tiens, tu passes goal volant et puis je ferai arrière droit et tu vas passer, même si tu t'appelles un cité avant-centre, tu vas faire arrière droit le mois prochain. Donc le leader politique, il a quelques fonctions centrales. Il y en a une, c'est de combiner les imaginaires de chacun. Il faut respecter cette diversité, j'y suis très attaché. La combiner en créant du commun, une vision partagée à partir de cette diversité. C'est ce qui peut se passer sur la pub. Ça appartient à plein d'imaginaires différents et pourtant il y a consensus sur la suppression de la publicité. Son deuxième champ, c'est cadrer et arbitrer. Donc c'est vrai que nous avons décidé, c'était dans notre programme, de ne pas augmenter les impôts. Ça a des conséquences quand Manuel Valls nous pique un mois de budget. Eh ben, si on n'augmente pas les impôts, qu'on est déjà en difficulté, il faut redessiner le périmètre de l'action de la ville. Ça a un troisième, je continue, ce troisième fonction, c'est développer de l'entraînement à la démocratie. C'est ce que nous avons mis en place avec les budgets participatifs, les ateliers de projets qui abordent des thèmes concrets. Et puis un quatrième qui est important aussi, c'est réduire les dissonances entre la pratique et les actes. C'est-à-dire que de fait, je n'ai plus de voiture, ni de voiture de fonction, ni de voiture pour ma famille. De fait, nous avons baissé nos indemnités de 25%. Et je suis le seul maire d'une grande ville à être à moins de la moitié du plafond et ça me convient très bien, c'est quand même dans les 10% des revenus les plus élevés des Français. C'est le non-cumul des mandats et nous sommes le seul endroit où il y avait, avant l'arrivée des colos ailleurs, où il y avait un strict non-cumul des mandats. C'est cette pratique politique-là. Ça ne veut pas dire que le monde est rose et que tout est parfait. Ouais. Sur la pratique politique, vous avez dit, je crois, je suis à la fois un radical et un pragmatique. Expliquez-moi.
Oui, radical parce que dans mon histoire, qui était plutôt une histoire sur les questions sociales, moi ce qui m'entraîne dans la politique, c'est ce refus de la compétitivité comme horizon de vie. La compétition, c'était ce que nous voyions tout à l'heure avec cette lycéenne, cette compétition qui remonte. La vie n'est pas un classement. On peut être très compétiteur sur un terrain sportif, c'est mon cas, mais pas dans la vie. La deuxième chose qui m'a entraîné, c'est de dire la seule sortie de crise, le seul horizon, c'est la croissance du PIB. On dit non, détruire l'environnement, détruire, voilà, se dire qu'il va y avoir une accumulation de profits, ça n'est pas un horizon. La troisième chose qui m'a engagé en politique, c'est cette colère, cette indignation face à ces inégalités sociales qui étaient acceptées. Donc mon prisme est plutôt social. Et le virage de l'écologie politique, il se fait il y a une vingtaine d'années, quand je lis un livre de Jeremy Leggett, donc, qui est responsable pour Greenpeace des négociations de 97, où je comprends qu'en fait, c'est les mêmes causes qui détruisent l'environnement et qui créent les inégalités sociales, et que pour réduire les inégalités sociales, en fait, on rassemble beaucoup plus en abordant les choses par la question de la justice environnementale qu'en essayant d'aller frontalement et dire aux 1% qui sont toujours plus riches, rendez-nous l'argent. Et donc cette mécanique-là, c'est celle que nous mettons en œuvre. C'est pour ça qu'on a fait de la tarification sociale dans tous les services publics. C'est pour ça que quand on fait des tarifs à 82 centimes dans les cantines pour 2500 enfants à Grenoble, c'est une mesure sociale. C'est social et environnemental. C'est à la fois de la santé pour lutter contre l'obésité, et c'est bon pour la planète parce qu'on est à presque 2 repas végétariens par semaine, et c'est le lien avec le territoire parce qu'on fait de l'agriculture locale. C'est tout ça, c'est des politiques qui sont cohérentes, donc radicales à la racine, et pragmatiques parce qu'il faut trouver la mécanique. Ça rejoint peut-être la question précédente de quel processus pour arriver à un candidat unique. Il faut trouver la mécanique qui marche, donc il ne faut pas se faire plaisir en disant tiens, pouf, on fait ci, on fait ça. Le but, c'est que ça tourne, ça fonctionne, que cette conduite du changement, elle amène du mieux. Pauline a une question. Sur l'exercice du pouvoir, là, donc vous avez dit d'ailleurs que vous n'étiez pas pour la démocratie directe, forcément. Pourtant, vous avez annoncé dans le JDD que si vous êtes élu président de la République, vous organiserez un référendum pour changer les institutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ce qui est important, c'est qu'une présidence écologiste, ça ne sera pas la présidence jupitérienne. Et comment on fait dans la Ve République pour pas faire une présidence jupitérienne ? On peut tout à fait aujourd'hui porter des schémas qui sont beaucoup plus collectifs. Il faudra faire quelques ajustements institutionnels. C'est pour ça que j'ai évoqué cette question de référendum dimanche dernier. Mais clairement, de toute façon, vous savez... C'est quoi les mesures que vous voulez ? Peut-être qu'on ne va pas aller sur le détail technique du référendum, mais par exemple les grandes mesures fortes pour aérer la démocratie. On en parlera dans quelques temps. Là aussi, peut-être que... Les Gilets jaunes ont parlé du référendum d'initiative citoyenne, par exemple. On l'avait mis en place à Grenoble. On a été attaqué par le gouvernement Manuel Valls, puis le gouvernement du président Macron. On a perdu, d'ailleurs, au tribunal. Et on est en train de relancer une nouvelle mécanique en essayant de trouver un nouveau biais dans la jurisprudence pour pouvoir mettre en place ces votations citoyennes. Oui, ça me semble effectivement important. Je disais pas démocratie directe, c'est pas démocratie directe. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de je pense que avoir des éléments, des phases où les Françaises et les Français peuvent trancher, c'est important. Ça a permis de trancher aussi nos contradictions internes. C'est Pierre Charbonnier qui dit que l'écologie est à la fois clivante dans la société, mais elle est aussi clivante en chacun de nous. C'est-à-dire qu'elle nous pousse à faire des choix. Et donc, à un moment, passer par tiens, je viens porter, moi, dans ma contradiction interne, le choix que je fais, c'est important, c'est ça qui donne du long terme. Comment vous faites ? C'est ça qui est intéressant dans la Convention citoyenne climat. Au-delà des... justement, sur la Convention citoyenne pour le climat, vous donnez une très bonne transition et ce sera notre dernière question. Comment vous faites aujourd'hui ? Les citoyens de la Convention citoyenne se plaignent que dans la loi climat qui est discutée actuellement, il y a en gros 40%, si on va vite, des mesures décidées par la Convention citoyenne qui sont dans ce texte. Et encore rabotées, etc. chaque jour en ce moment lors de l'examen du texte. Comment vous faites ? Je ne sais pas si d'ailleurs c'est dans votre idée, dans votre programme. Comment vous faites pour faire passer les propositions de la Convention citoyenne à 100%. On voit bien que Emmanuel Macron ne l'a pas fait, mais que par ailleurs, il y a des obstacles, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Sénat, il y a toutes sortes d'obstacles institutionnels. Donc comment on fait ? C'est pour ça aussi que peut-être réformer 2-3 endroits de l'institution sera nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qui a manqué sur ce coup-là, c'est pas les problèmes du Conseil d'État ou de quoi que ce soit, c'est la volonté politique du président de la République. Il les accueille à l'Élysée en juin. Il leur dit, 3 jokers, 1, on touche pas au Grisby, donc les trucs sur l'argent, non. En fait, il y avait beaucoup plus de jokers que 3. Et en fait,
Après, il s'assied dessus, il s'assied sur la 5G, et dès le lendemain, sa ministre dit bien sûr qu'on va faire les enchères, lui il fait sa sortie sur les Amish, et puis après on a toute la collecte. Donc là-dessus, c'est une question de volonté politique. Emmanuel Macron n'a jamais eu l'écologie dans son radar politique. C'est un néolibéral. Les néolibéraux, en ce moment, deviennent de plus en plus autoritaires parce que le néolibéralisme fait de moins en moins de gagnants. Et c'est d'ailleurs la force aujourd'hui de cette classe écolo qui monte, que verbalise François Ruffin ou Bruno Latour, c'est que cette classe écolo, elle est aujourd'hui transclasse sociale. C'est-à-dire que même les gens qui sont dans les 30% qui vivent encore correctement en France, je ne parle même pas des 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, même ceux-là sont dans l'incapacité de se dire que dans 10 ans, ça ira toujours bien pour eux, s'il leur arrive un petit pépin, et ils sont dans l'incapacité totale de dire que leurs enfants pourront vivre bien. Et ça génère une envie de retourner à l'essentiel, de redéfinir qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie, qu'est-ce qui fait projet de société. J'ai une toute dernière question, et on explose le temps, mais c'est pas grave. J'ai une toute dernière question. Je suis très bavard. Vous avez dit, je ne veux pas que le prochain, je crois, j'ai pas la citation exacte, mais je ne veux pas que le prochain président soit un François Hollande vert, qu'on ait un président écolo qui soit un François Hollande vert. Quelle garantie vous pouvez nous apporter que collectivement, s'il y a un candidat écologiste qui va un peu loin à la présidentielle, ce ne sera pas la même chose. C'est-à-dire un François Hollande vert, finalement quelqu'un qui arrive avec plein d'ambitions tout à fait intéressantes sur le papier, et puis qui en fait finit par avoir un exercice du pouvoir quand même assez proche du néolibéralisme que vous décriviez tout à l'heure. C'est effectivement une question centrale. Et très court, puisqu'on n'a qu'une minute. Hollande vert, non mais je veux rendre à César ce qui appartient à César. Il n'aimera pas cette qualification, mais c'est aussi quelque chose qui sortait de nos échanges privés avec François Ruffin et qu'il a également mis sur la scène publique de façon beaucoup plus brillante que moi, avec beaucoup plus de verve en tout cas. Parce que c'est ça, c'est pour ça que les gens ne veulent plus voter à gauche. C'est extrêmement important, extrêmement important. Et pour cela, il faut quoi? C'est pour ça que l'arc humaniste c'est important, parce que c'est ça qui dessine le contour. C'est pour ça que moi, depuis le début, nous faisons avec les citoyens, nous faisons aussi avec ceux du PG avant, de la FI maintenant, et avec tout l'espace politique. Il y avait à Grenoble, présent pour soutenir la campagne de Mathieu Orphelin à Clémentine Autain et François Ruffin. C'est pour cela qu'il y avait aussi les mouvements citoyens, des ONG qui étaient là. Et c'est pour ça que la question de la constance dans le discours politique et de la fiabilité, c'est-à-dire de la confiance des liens interpersonnels qui peuvent être là, seront des éléments déterminants dans la campagne. Constance, fiabilité, c'est travail collectif, c'est, je crois, des piliers du schéma qui nous permettra d'inspirer pour cette campagne 2022 et de dire aux Françaises et aux Français que oui, ils peuvent retrouver une concorde. Mais il reste je suis béarnais, du travail, mais je crois que vous le savez. Repenser à l'édit de Nantes, Henri IV et l'édit de Nantes, c'est la réconciliation après les guerres de religion. Bon. Donc là, le gouvernement nous entraîne dans des guerres de religion. Et peut-être qu'il peut y avoir un nouvel édit de Nantes. Allez, il reste un an pour faire l'édit de Nantes. Bon, voilà. Merci. Destin Henri IV, oui. Merci beaucoup, Éric Piolle, d'être venu sur notre plateau. Merci à toi, Pauline, d'être passée par L'air libre. Vous restez juste 2 secondes tous les deux, puisqu'on va regarder le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, séance rapide de rattrapage. D'abord, les suites de l'examen du projet de loi séparatisme, on en parlait justement, rebaptisé loi sur les valeurs républicaines, actuellement débattue au Sénat. Ilyes Ramdani dresse la liste des surenchères de la droite sénatoriale, fièvre législative dans tous les sens, mariage, piscine, terrain de sport. Chaque fois, une population visée, les musulmans. Martine Orange, de son côté, nous parle des projets du gouvernement pour EDF. C'est assez inquiétant, selon une note transmise au syndicat, l'exécutif veut privatiser au plus vite la partie la plus rentable du groupe et laisser toutes les charges et les risques à une entité 100% public. Un cas d'école, on pourrait dire. Enfin, des nouvelles d'Alexandre Benalla. Tiens, le revoilà, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée est de nouveau renvoyé devant le tribunal dans l'affaire des violences du 1er mai 2018 à Paris, notamment jugé pour violence volontaire, port d'armes non autorisé, aux côtés des 3 autres prévenus. Tout notre dossier à lire sur Mediapart. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. Une émission plus longue que prévu, mais c'est pas grave. Demain, vous retrouvez Valentine Auberti. Bonne soirée.